Place donc à ce premier débat et pour éviter trop de monde en plateau aujourd'hui, vous le verrez, 50% des invités sont ici en présentiel et l'autre moitié est donc de chez eux à la maison. Effectivement, et je vous l'ai dit dans le lancement, l'e-sport a un Eldorado économique, c'est donc et aussi tout un écosystème à stimuler. Alors actuellement, ce marché est en croissance exponentielle qu'il faut aider à se développer. Et enfin, l'e-sport, c'est aussi un tremplin vers la création de nouveaux emplois. Et pour mieux comprendre ce sujet, nous vous proposons maintenant une vidéo récapitulative sur les origines de l'e-sport. L'e-sport, mot fabriqué de toutes pièces, évoque une discipline qui marie le sport et l'électronique. Mais de quoi s'agit-il exactement? L'e-sport est la pratique compétitive du jeu vidéo, seul ou en équipe, en réseau, local ou via Internet, par le biais d'un ordinateur ou d'une console. Ce sport suscite un engouement phénoménal auprès des jeunes et des moins jeunes. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde suivent avec passion ces compétitions abondamment commentées et générant des gains astronomiques. Mais comment est né l'e-sport? Un petit retour en arrière s'impose. Les premiers jeux vidéo font leur apparition en 1952. Mais c'est dans les années 70 que le jeu vidéo prend réellement son essor avec la commercialisation de la première console ainsi que les bornes d'arcade distribuées en milliers d'exemplaires à travers le monde par la société américaine Atari. En 1975, Gunfight est le premier jeu vidéo numérique de l'histoire utilisant la technologie du microprocesseur. 2 ans plus tard, en 1977, la Nintendo débarque sur le marché et rencontre un succès mondial. Au début des années 80, les jeux vidéo sont principalement joués sur des bornes d'arcade. On se souvient évidemment de Pac-Man, le jeu le plus populaire de l'époque. C'est à cette période que sont organisés les premiers championnats. Avec l'arrivée du PC, les jeux vidéo vont alors se développer sur ordinateur. À la fin des années 80, on crée les premiers jeux en réseau. Et dans les années 90, la démocratisation d'Internet permet le jeu en ligne. L'e-sport est né. Au total, 9 générations de consoles se succèdent au fil des années, dont la fameuse PlayStation sortie en 1994. Remember, do not underestimate the power of PlayStation. Les premiers tournois d'e-sport débutent en 1997 avec la création de la Cyberathlete Professional League. 2008, date pivot. Selon les spécialistes de la discipline, c'est durant le crash boursier que l'e-sport aurait considérablement décollé en attirant alors les jeunes asiatiques bloqués à la maison. L'ampleur du phénomène des jeux vidéo n'a pas fini son ascension et parmi les plus grands succès de jeu, on retrouve le jeu de construction Minecraft avec 200 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. En principe, tous les jeux vidéo comportant un mode multijoueur font partie de l'e-sport. Mais dans les faits, quelques titres phares sont plus pratiqués comme FIFA, Call of Duty, Fortnite ou encore League of Legends. Bien plus qu'un hobby, l'e-sport est devenu une pratique sportive de haut niveau. Certains joueurs sont aujourd'hui des mégastars encadrés par des grands clubs. Ils sont appelés les pro gamers et on en compte environ 20 000 à travers le monde. La Belgique compte près de 150 professionnels, mais le nombre de gamers dans notre pays avoisine les 4,6 millions. Récemment, nous avons accueilli le quart de finale d'une compétition. Cet événement a à lui seul regroupé 15 000 spectateurs à Bruxelles, au Palais 12. La billetterie a affiché sold out en à peine quelques heures. Au niveau mondial, près de 100 millions de spectateurs ont assisté à la dernière finale des championnats du monde de League of Legends en 2019. Le plus gros cachet ou cash prize sur une compétition s'élève à 30 millions d'euros. Aujourd'hui, l'univers du jeu vidéo génère un revenu annuel de 270 millions d'euros en Belgique et pèse plus de 100 milliards de dollars dans l'économie mondiale. On l'a vu, l'e-sport constitue donc un secteur très lucratif en pleine expansion. Mais ce secteur est encore émergent en Belgique et il pose aujourd'hui plusieurs questions. Faut-il reconnaître cette pratique comme une discipline sportive? Les joueurs sont-ils suffisamment encadrés et protégés? Comment aider, contrôler et développer l'écosystème d'entreprise qui naît autour du jeu? Ou encore, quelles sont les infrastructures à développer pour exploiter pleinement le potentiel économique de ces disciplines dans notre pays? Autant de questions qui appellent à la réflexion et à un débat démocratique.
De retour donc pour ce tout premier débat avec différents invités. Notre premier panel, il y aura pour ce débat économique Monsieur Jean-Luc Cruc à distance en Zoom, ministre wallon du budget et des infrastructures sportives. En plateau aussi, vous le verrez, Jean Gréban, coordinateur Walga. Et puis il y aura aussi Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation. Et sont aussi présents avec nous aujourd'hui via Zoom Laurent Grumio, directeur de production chez Fishing Cactus. Monsieur David Westman, député au Parlement bruxellois et auteur de résolutions en faveur de l'e-sport. Merci à tous d'être présents. On commence avec une question pour vous, Monsieur Gréban. Vous êtes de ceux qui mettaient en place les tournois e-sport. Racontez-nous un peu les coulisses de votre métier. Alors effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais dont celle-là également, donc consultant et organisateur d'événements. Les premières initiatives, je les ai prises il y a une quinzaine d'années en fait. Donc c'est important aussi de remettre un peu la perspective historique, comme on vient de le voir, mais aussi au niveau local. C'était très difficile en fait d'attirer des moyens financiers qui, comme dans tous les sports, viennent des sponsors, parce qu'on n'avait pas l'audience. Clairement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un joueur de tennis peut gagner des millions et pas un joueur de badminton? C'est évidemment la visibilité qui est donnée au sport. Et à l'époque, effectivement, on était tributaires des chaînes de télévision traditionnelles qui étaient le média principal. Ce qui a été vraiment disruptif pour l'e-sport, c'est l'arrivée de Twitch il y a quelques années, qui est un peu l'équivalent de YouTube et qui a été créé pour la diffusion de tournois e-sport. Et petit à petit, on a vu un glissement avec la nouvelle génération de ce qu'on appelle les digital natives, qui ont quitté la télévision à papa et qui ont été progressivement vers ces médias-là également. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est que les grandes marques qui veulent toucher les millennials doivent passer par l'e-sport, qui devient un média à part entière pour vraiment pouvoir promouvoir leurs produits et leur société. Merci Monsieur Gréban. N'hésitez d'ailleurs pas à poser toutes vos questions. On les relayera dans la seconde partie de ce débat. Une deuxième question, on va chez vous, Monsieur Grumio, vous êtes en Zoom. Alors Monsieur Grumio, on le voit, il y a un potentiel en Belgique. Est-ce que vous pensez, c'est la question, qu'il y a un potentiel en Belgique? Et selon vous, quels sont les exemples à donner au niveau d'autres pays dans le monde qui pratiquent l'e-sport et chez qui ça fonctionne? C'est sûr qu'en Belgique, on laisse pas sa part au chat, comme on dit. On a un taux de gamers qui est proche, voire même supérieur à certains autres pays. Donc les Belges aiment bien jouer. C'est sûr que au niveau de l'e-sport, en Belgique, il y a pas encore d'initiative clairement, on va dire, de support bien faite. Il y a certaines universités, je pense, en Belgique, qui commencent tout doucement à s'y intéresser et qui même donnent accès à des salles gaming à certains étudiants, mais qui sont pas du tout là pour étudier l'e-sport. On est d'accord, c'est un petit peu comme la pratique sportive de haut niveau. Donc je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des universités tout à fait traditionnelles où les gens étudient l'engineering ou la médecine même, et qui, comme sport sur le côté, en fait, font de l'e-sport comme ils feraient du football américain ou du baseball. Donc effectivement, là, il y a des choses qui sont clairement mises en place pour pousser la chose. Mais effectivement, ce qui est intéressant en Belgique, c'est que au niveau sportif, de manière générale, on s'en sort toujours. On a toujours eu des stars dans pas mal de choses. Donc l'e-sport qui maintenant, à mes yeux en tout cas, est devenu une pratique tout à fait professionnelle et tout à fait encadrée, en tout cas par la Ligue internationale et autres. Il n'y a aucune raison qu'on sorte pas notre épingle du jeu et qu'on produise en fait des joueurs d'e-sport qui pourraient tout à fait briller sur la scène internationale. Mais effectivement, si on leur donne pas un petit encadrement, ce sera compliqué d'être compétitif par rapport à d'autres projets où il y a des choses qui sont mises en place pour vraiment leur faciliter la vie et les aider à développer cette pratique, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Monsieur Grumont. On va maintenant donner la parole à Monsieur Jean-Luc Cruc. Est-ce que ça vous parle, tout ce qui a été dit à propos de cette pratique? Mais écoutez, moi je crois que le reportage d'abord que vous avez annoncé, présenté, parle de lui-même. Aujourd'hui, on a toujours le droit de passer à côté de tout et on peut toujours considérer qu'on est plus heureux dans un désert que dans une planète dans laquelle les citoyens, et on le voit bien à travers le Covid, n'ont qu'une seule envie, c'est de se connaître. Et parfois, par le numérique, et de plus en plus par le numérique. S'il y a bien quelque chose qui n'a pas été touché par le Covid, c'est le numérique. Et on en a même vu tout le caractère indispensable. Donc l'e-sport, sûrement, a profité de cette période-là aussi. Tous ceux qui se retrouvaient confinés, s'ils souhaitaient contacter quelqu'un d'autre, basiquement, ils le faisaient par le numérique. Et donc, je crois qu'on est vraiment, et Mathieu Michel, qui l'a dans ses compétences, pourra le dire bien mieux que moi, on est vraiment, non pas dans le surlendemain,
on est dans l'actualité. C'est aujourd'hui que les pas doivent être faits si on veut que la Belgique, que la Wallonie ne soient pas absentes de la carte. Alors, je sais qu'il y a des initiatives qui ont été prises pour pouvoir soutenir des entreprises qui se lancent dans la création de supports, dans la création de jeux. Mais je crois que nous, comme libéraux, nous devons être plus fraudeurs encore. On doit être des pionniers en la matière. Vous savez, vous avez dans la vie, pour moi, trois types de comportements. Ceux que j'appelle déviants, et vous m'excuserez de considérer qu'ils sont souvent très à gauche, hein. Ce sont les plus grands conservateurs, finalement. Ceux qui se disent conservateurs parce qu'il y a une peur du lendemain. Et puis, des libéraux qui sont les chercheurs de nouveautés, de l'innovation. Et donc, vous aurez, je ne veux pas anticiper sur le prochain débat, mais si vous me permettez juste là, j'ai dans ma carrière comme parlementaire, j'étais quand même pendant 20 ans quasiment parlementaire, j'ai tenté à l'époque de convaincre, mais nous étions dans l'opposition, des collègues de la majorité, de reconnaître les échecs comme étant un sport à part entière. Je dois faire appel au réactionnel, à la concentration, à la précision, à la dextérité, au mental, tout ce qu'on retrouve également dans l'e-sport. Je me suis heurté, c'est pour ça que je dis que la gauche est plus conservatrice souvent qu'on ne le pense, à une opposition. Et je retrouve qu'on voit la même chose aujourd'hui avec l'e-sport. Bon Dieu, que reconnaissent, bon Dieu, enfin, je n'y crois pas au bon Dieu, mais même pour ceux qui y croient, qu'on reconnaisse l'e-sport comme étant une fédération qui a le même droit que les autres, qui peut se structurer et qui bénéficie des aides comme les autres. Pas plus, pas moins. Mais si on ne le fait pas, ça va se développer dans les voies parallèles. Et ça va se développer avec, alors, non pas ce que j'appelle un contrôle, mais avec des voies qui peuvent faire en sorte que quelques dérives qu'on pourrait connaître, je parle d'une forme de doping, hein, parce que ça existe aussi, parfois une dépendance à l'écran, ne seront pas maîtrisées, pas maîtrisables. Donc moi, j'abjure à ce qu'on ne regarde pas que les côtés économiques. Il est important, dans mes compétences, comme sur celles qui sont d'infrastructures sportives, eh bien, je suis ouvert à ce que demain, lorsqu'on nous demande des participations, ce qu'on appelle des subventions, on puisse intégrer des espaces dans lesquels l'e-sport se développe. Ça peut être multifonctionnel, mais ça peut aussi être réservé, dédicacé à l'e-sport. Je ne voudrais pas qu'on soit les derniers à comprendre ça. J'ai bien compris que ce n'était pas le cas des acteurs qui sont sur le plateau, tous ceux qui y participeront aujourd'hui. De temps en temps, tapons sur la table et levons la voix. Je ne dirais pas le point, mais la dextérité et l'intelligence, c'est toujours une bonne partie à prendre. Voilà ce que je souhaitais vous dire, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si je ne reste pas trop longtemps avec vous, c'est parce que je fais parfois un autre sport qu'on appelle la marche, et pour perdre quelques kilos, j'en ai besoin tous les week-ends. Mais vous savez, comme le disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé, et vive l'e-sport, vive le relais économique, et que Mathieu n'hésite pas à faire appel à moi quand il a besoin. Une fois de plus, je l'appuierai. Merci Monsieur Cruc, et ne partez pas trop vite, hein. On aura encore besoin de vous, et surtout pour les questions que nos téléspectateurs vont nous poser. On va passer à vous, David Waistman. Vous travaillez notamment au niveau du Parlement bruxellois. Vous y avez déposé pas mal de résolutions, mais ça ne marche pas, ça ne passe pas. Pourquoi est-ce que le MR est seul sur ces demandes au niveau bruxellois ? Moi, je pense que le but de ces premières questions que j'ai commencé à poser en 2018, c'était de faire comprendre aux autorités publiques ce que c'était que le e-sport. Peut-être un peu déconstruire quelques préjugés, et je pense que certaines ou certains ont encore ces préjugés en tête. Moi, je dois dire que j'ai rencontré pour préparer ces résolutions et ces textes des acteurs passionnés, et quand je dis passionnés, c'est les sportifs ou les amateurs ou les fans, qui ont une éducation assez large, notamment de leur secteur, hein, parce qu'on va parler gaming, on va parler intelligence artificielle, on va parler informatique, nouvelles technologies, donc des gens qui sont vraiment particulièrement engagés. Et face à ça, il faut bien reconnaître, en tout cas des pouvoirs publics, en particulier à Bruxelles, qui n'étaient pas au courant, en tout cas, de cet écosystème, amateur ou professionnel. Et donc il y a vraiment d'abord, premièrement, une méconnaissance. Et puis, comme il y a une méconnaissance, il n'y a pas de soutien au secteur. Et ces résolutions visent notamment à faire en sorte d'essayer de les soutenir. Alors tout à l'heure, Jean-Luc a parlé de la fédération, et merci à la région wallonne d'y réfléchir. À Bruxelles, encore, on n'en est pas là, puisqu'à Bruxelles, il y a des entreprises, et ces entreprises n'arrivent même pas à avoir accès, notamment aux autorités publiques. Donc si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas aussi, on va en parler tout à l'heure, mais les retombées économiques
économique potentiel, notamment pour une ville comme la région bruxelloise, mais également toutes les villes wallonnes. Et ces potentialités, elles sont énormes en termes de formation, en emploi, tourisme, etc. Et on ne peut pas non plus comprendre, et Jean-Luc l'a dit aussi, l'impact que ça peut avoir sur le social. Or, pour moi, l'e-sport, ça peut devenir, et là j'interviens souvent à la COCOF, pour dire attention, l'e-sport, ça doit être aussi une politique de ville, comme le sport est une politique de ville qui peut plaider et aider aussi à la cohésion sociale, à l'insertion. Et donc, ce sont des choses qui, à mon sens, on peut construire pour autant que les autorités publiques connaissent. Et il faut bien reconnaître que de façon générale, la particularité de l'e-sport aussi, c'est que c'est très connu, je veux dire, de façon un peu caricaturale chez les 15-25, et puis ça devient un peu moins connu. Mais il faut prendre ça de façon positive. Il faut se dire que demain, puisque les 15-25 sont appelés à vieillir de plus en plus, ça va être de plus en plus connu. Donc on doit dès aujourd'hui, et je pense que Jean-Luc a bien dit qu'on doit être pionnier, dès aujourd'hui, on doit continuer à pousser, parce que c'est vraiment, je ne sais pas si c'est un Eldorado, mais c'est un secteur qui est en pleine expansion et qui peut avoir vraiment des impacts positifs économiquement, mais aussi socialement. Merci pour ces explications, David Westman. Merci à vous. Mathieu Michel, vous êtes un passionné, ça on le sait, mais selon vous, est-ce qu'on peut donner confiance à l'e-sport dans notre société ? Alors moi je pense qu'effectivement l'e-sport fait partie d'un écosystème beaucoup plus large, c'est déjà très important, et comme ça a été dit par Jean-Luc, par David, par M. Gréban, je pense que derrière il y a un potentiel qui est juste colossal. Et donc effectivement le premier élément à identifier, c'est que l'e-sport, ce n'est pas une niche avec quelques joueurs qui dans leur chambre jouent aux jeux vidéo, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Aujourd'hui au niveau mondial, c'est le premier marché en termes de chiffre d'affaires en matière de divertissement. C'est près de 180 milliards de dollars à l'échelle de la planète. Ça a été dit tout à l'heure, 270 millions d'euros en Belgique. Et c'est par exemple 20% de croissance uniquement en 2020. Donc c'est un potentiel évidemment colossal en termes de création d'emplois, de création de prospérité. Et effectivement, c'est important pour nous en tant que libéraux d'identifier avec optimisme l'ensemble du potentiel pour en fait faire émerger effectivement à la fois des entreprises, des emplois, mais on sait aussi effectivement que les e-sportifs, comme ça a été dit tout à l'heure, les e-sportifs stimulent un écosystème, un peu à l'image de joueurs de tennis professionnels qui stimulent un écosystème, qui stimulent effectivement le développement économique, la technologie, l'innovation, c'est quelque chose de très important. David a évoqué également un point que je trouve essentiel, qui est d'interconnecter en fait le jeu vidéo et l'ensemble de cet écosystème à l'intelligence artificielle, à des technologies de pointe qui peuvent demain être utiles évidemment dans le gaming, dans l'entertainment, mais aussi dans l'intelligence artificielle en matière de santé, la capacité aussi à travers de ces écosystèmes à développer de l'éducation, à développer des nouveaux modèles cognitifs. Il y a évidemment un potentiel qui est immense. Et donc pour moi en tant que libéral, mais pour nous en tant que libéraux, on identifie bien que derrière en fait l'e-sport qui peut paraître pour certains sympathique, il y a autre chose que ça. Il y a vraiment la solidité, la construction finalement d'un modèle économique plus innovant qui crée de l'emploi. Aujourd'hui par exemple le jeu vidéo en Belgique, c'est 1500 emplois directs. On sait très clairement qu'il y a un potentiel colossal à la fois dans les maisons d'édition de jeux, à la fois dans l'événementiel du jeu vidéo, à la fois dans le secteur effectivement du management e-sportif. Donc il y a vraiment là un potentiel colossal. Et je pense qu'un des enjeux essentiels effectivement, c'est valoriser le jeu vidéo comme un domaine à part entière qui se respecte. C'est un élément qui est essentiel. 2, parce que je pense, et j'analyse le secteur, il y a aujourd'hui une multitude de pièces de puzzle de très très grande qualité en Belgique, que ce soit au niveau des fédérations, que ce soit au niveau de l'enseignement, de la formation. On a par exemple une très très bonne formation en matière de jeux vidéo, le design de jeux vidéo, le sound design, les effets spéciaux. On est très très qualitatif par rapport à cet élément-là, mais seulement aujourd'hui, à défaut d'un écosystème qui réceptionne en fait ces talents, eh bien ces gens s'en vont au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Et donc c'est très très important que nous soyons en mesure à l'échelle nationale, mais également à l'échelle européenne, de se fédérer pour respecter cet écosystème, l'interconnecter en soi, parce que je pense vraiment qu'en Belgique, il y a une carte à jouer, et c'est tout le travail que je vais m'atteler à faire dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'effectivement, je crois que c'est un enjeu essentiel. Merci Mathieu Michel, on l'entend, plein d'aspects liés à l'e-sport et vous êtes nombreux à nous suivre. Et on enchaîne avec une question pour vous, Monsieur Gréban, une question qui nous vient de Twitch. Pourquoi la Corée est tellement en avance sur nous, par exemple ?
Ils ont commencé plus tôt et je pense que l'Asie aussi, c'est pas l'Europe, donc parfois c'est une autre planète quasiment. Donc, mais eux, ça fait 20 ans qu'ils pratiquent l'e-sport. L'e-sport est reconnu comme sport national. Et donc je crois que c'est cette reconnaissance politique qui fait que justement un secteur comme l'e-sport peut se développer de manière assez importante. Pour faire le parallèle avec les développeurs de jeux, le Canada a anticipé la croissance du jeu vidéo il y a 20 ans. Les pouvoirs publics ont mis des facilités, des aides pour l'emploi, etc. Aujourd'hui, c'est un des pays leaders au monde, alors que rien ne pressentait le Canada historiquement a été vraiment pionnier et vraiment un acteur majeur de l'industrie. La Finlande, il y a 10 ans, après le crash de Nokia en 2008, a laissé tomber le hardware pour investir dans le software, particulièrement au niveau du jeu vidéo. La Finlande, c'est à peine plus grand que la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux avec des milliers d'emplois et des milliards de chiffres d'affaires générés. Donc je pense que je rejoins tout à fait M. Michel. Ce qu'il faut, c'est vraiment l'impulsion politique, la reconnaissance pour permettre cette structuration et de capter nos talents grâce à nos écoles et nos centres de formation qui sont vraiment de haute qualité et reconnus à l'international, mais l'idée évidemment c'est de garder ces talents ici chez nous et de développer notre économie. Tout à fait. Merci beaucoup. On a déjà la prochaine question qui s'affiche et qui est adressée à Laurent Grumio. Devez-vous obtenir une autorisation pour organiser des compétitions e-sport ? Alors ça, c'est plutôt Jean qui va répondre, mais je pense que oui. Donc Jean qui est vraiment spécialiste e-sport. Moi, je suis plus sur la partie développement de jeux. Donc Jean, je t'en prie, peut-être que c'est une question pour toi, à mon avis. Ça. Mais je pense que la réponse doit faire écho au travail que fait Laurent dans un studio de jeux vidéo. En fait, contrairement à d'autres sports, le football, on prend un ballon, 22 joueurs et on shot dedans. Ici, il y a un éditeur qui a développé le jeu, qui a une propriété intellectuelle sur ce jeu et qui peut définir aussi les règles d'utilisation de ce jeu. Et là, évidemment, Fishing Cactus est un studio de développement. La propriété intellectuelle, ils en connaissent un bout aussi, évidemment. Voilà, je ne vais pas être trop long sur le sujet. Mais donc, dans l'e-sport, on a cette contrainte de pouvoir aussi travailler dans un cadre fixé par l'éditeur qui, de plus en plus, avec l'ampleur du phénomène, essaye lui-même de gérer l'exploitation de son jeu au niveau de l'e-sport. Au début, c'était souvent un outil marketing. On soutenait un peu quelques initiatives locales pour donner de la visibilité au jeu. Aujourd'hui, ça fait vraiment part entière de la stratégie d'un développeur de jeu parce que ça développe la communauté autour du jeu et le maintien en activité toute l'année. Il faut savoir qu'une vente de jeu, en fait, il faut 2-3 ans de développement. Et puis, quand il est mis sur le marché, la fenêtre de vente est très courte d'habitude, quand c'est un jeu solo. Par contre, avec l'e-sport, on entretient ce jeu-là. On peut rajouter des extensions, des mises à jour payantes, évidemment. Et donc, ça crée tout un business model autour de l'e-sport pour l'éditeur de jeux. Et donc, il cadenasse quand même parfois un petit peu, ce qui est un frein au développement de l'e-sport, d'où l'importance de travailler avec des fédérations, mais également la BEA, qui est la Belgian Entertainment Association, qui représente ces éditeurs internationaux et constructeurs de consoles en Belgique. Les fédérations sont en contact maintenant et on travaille, on réfléchit ensemble en bonne intelligence comment développer l'écosystème local. Merci Monsieur Gréban. On enchaîne avec une nouvelle question pour vous, David Weissman. Est-ce que d'autres parties sont intéressées par l'e-sport ? C'est vrai que je l'avais posé dans la première introduction. Pour le moment, il n'y a que l'EMR du côté de Bruxelles qui porte cette cause. Est-ce que d'autres parties aujourd'hui soutiennent ? C'est compliqué pour moi pour parler pour les autres, mais franchement non. Enfin, qu'est-ce que m'ont répondu les autres parties quand j'ai déposé ce texte qui visait simplement à mieux comprendre et à soutenir. Donc on n'était même pas encore en train de réfléchir en tout cas à de la fédération ou à de l'encadrement ou à des retombées économiques directement. J'ai eu plutôt des réponses négatives. Je pense qu'on doit nettement travailler sur les préjugés autour de l'e-sport. J'ai eu des échos, un accueil plutôt négatif en fait. Écolo m'a parlé de l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des jeunes, alors qu'il y a des études très clairement qui nous disent attention, si effectivement il peut peut-être à certains moments avoir des problèmes sur le vidéo. Le fait de mettre des jeunes en réseau, c'est aussi participer à la sociabilisation. Mais même si dans les d'autres textes que j'ai déposés, on reconnaît aussi la nécessité d'encadrer, de protéger et de mettre également d'avoir une réflexion tout autour de cela. Du côté du CDH, j'ai rarement de réponses. Et du côté du PS, en tout cas, j'avais eu l'impression que certains jeunes députés étaient plutôt intéressés. Et puis finalement, c'est un député un peu plus âgé, je vais dire ça comme ça, qui nous a répondu et qui, me semble-t-il, n'avait juste pas compris ce que c'était l'e-sport. Voilà. Ce n'est pas très élégant de ma part de répondre pour les autres, mais puisque c'est la question, j'y réponds. Merci David. On rappelle qu'en plateau, les règles sanitaires sont respectées. Vous le voyez, chacun porte le masque et il y a du plexi entre chaque invité. D'ailleurs, la moitié des invités est présent avec nous en distanciel et l'autre en physique. On attend vos questions. Continuez à les poser sur le chat. Vous êtes nombreux pour le moment. Je rappelle que nous sommes en direct sur Twitch et sur Facebook. On va peut-être retourner du côté de Monsieur Cruc, qui est chez lui. Alors, Monsieur Cruc, vous êtes
aussi en charge des infrastructures sportives en Wallonie. Est-ce qu'à l'avenir, à partir du moment où l'e-sport en Belgique jouit d'un véritable statut, est-ce qu'on pourrait donc imaginer, vous en avez peut-être parlé au début dans votre introduction, mais de créer vraiment des espaces bien particuliers pour l'e-sport? Et est-ce qu'au final, en fait, l'e-sport pourra être considéré comme un sport au titre que d'autres disciplines? Alors, je commence par votre dernière question, mais aux deux questions, je peux répondre oui. Sur le fait que ce soit connu comme un sport à part entière, là, je peux émettre un souhait, parce que ça n'est pas de ma compétence sur le plan wallon, c'est une compétence de la fédération, et je sais qu'ils travaillent dans ce qu'on appelle des enveloppes fermées. Donc, c'est toujours difficile. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'appelais à cet élément conservateur, c'est que quand vous êtes dans une enveloppe fermée, ben forcément, si vous en rentrez un en plus, les autres au moins. Ce qui fait que vous avez une coalition de tous les conservateurs qui disent « moi, j'ai pas envie de partager l'enveloppe, donc on laisse dehors ». Mais je fais confiance à Valérie Glattini pour pouvoir arriver à porter ce dossier utilement. Parce que laisser dehors, c'est aussi prendre un risque. C'est simplement permettre un développement dans lequel il n'y a plus... J'aime pas trop les contrôles, hein, par libéralisme, j'ai envie de dire, le contrôle, c'est pas quelque chose qui me passionne beaucoup, on y perd beaucoup de temps et on ne fait pas avancer le public. Mais laisser dehors, ça veut dire que on laisse dehors l'innovation, on laisse dehors l'intelligence artificielle, on laisse dehors toute une population jeune et moins jeune qui aujourd'hui est rentrée dans ce créneau. Or ça, c'est pas une réponse. Je trouve que c'est la plus mauvaise des réponses. C'est-à-dire, c'est la politique de l'autruche, fermer les yeux. Donc, nous devons, entre libéraux, vraiment nous battre. Et j'ai bien aimé ce que David disait, pour que même ceux qui seraient un peu réticents tombent du bon côté. Il ne faut pas nier qu'il peut y avoir l'un l'autre problème. Il ne faut pas nier qu'il peut y avoir des dépendances. Mais vous savez, c'est comme toujours. Soit vous passez votre temps à mettre des bâtons dans les roues, forcément, on empêchera le vélo d'avancer, soit vous faites tourner la roue. Je crois que chez nous, ce qu'il faut faire, c'est justement pédaler encore un peu plus pour faire comprendre alors aux conservateurs, comme je les appelle, que soit ils seront lâchés, hein, soit ils prennent la roue. Et pour revenir à votre première question, sur les possibilités de financement de l'e-sport en termes infrastructurels, oui. Moi, clairement, je vais donner ce qu'on appelle des instructions à l'administration pour que, dans le cadre du nouveau décret qui a été voté et qui s'appelle infrastructure sportive, eh bien, on puisse à part entière intégrer la vocation de l'e-sport comme étant une des sollicitations auxquelles on doit pouvoir répondre, soit de manière multi-institutionnelle, multi-infrastructurelle, soit de manière individuelle. Je ne l'exclus pas du tout, et c'est vraiment une direction que je vais demander à l'administration de suivre. Là, je peux prendre mes responsabilités et je vais rassurer David là-dessus. Je ne pense pas que mes petits camarades du PS ou des colos tenteront de me mettre des bâtons dans les roues, parce que j'ai peut-être un avantage par rapport à Bruxelles. D'abord, c'est qu'on est dans la majorité, mais en plus, j'ai le budget. Et donc, dans le poteau, on connaît ça un petit peu. Et quand on vient m'ennuyer sur un dossier sur lequel je crois qu'il y a un avenir et un potentiel développement économique, je peux l'ennuyer sur d'autres dossiers. Donc, parfois, le ministre du Budget n'a même plus le respecté, pas forcément pour le sport ou l'infrastructure, mais pour le reste. Merci Jean-Luc Ruc, et c'est vrai, vous en avez parlé, on traitera de tous les aspects plus sportifs avec la ministre qui sera là tout à l'heure, Valérie Glattini, ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oran. Et voilà la prochaine question, c'est une question qui s'adresse à Mathieu Michel de David. Est-ce que l'e-sport a un potentiel en Belgique ou seulement dans de grands pays ? Moi, je pense que le digital, de façon globale, peut naître partout. Vous savez, une des plus grandes entreprises du digital aujourd'hui, elle est dans un petit village de Grand-Rosières, dans le Brabant-Wallon, c'est Odoo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on peut conquérir le monde à partir de n'importe où. C'est ça qui est très important. Vous savez, je porte sur mon masque ici le concept de Smart Nation. Être une Smart Nation, c'est quoi ? C'est avant tout un état d'esprit. C'est se dire qu'aujourd'hui, le terrain de jeu du digital, le terrain de jeu des jeux vidéo, mais de tout le monde digital, l'intelligence artificielle, le terrain de jeu, ce n'est pas un pays, c'est le monde. Et donc aujourd'hui, effectivement, et c'est vous que moi je suis très très heureux en tant que libéral, puisqu'effectivement, le digital, c'est de l'optimisme en bombe, si vous voulez. Et donc le jeu vidéo, c'est aussi ça. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons parmi les meilleurs talents en matière de jeux vidéo, de concepteurs graphiques, de concepteurs de son, mais également en termes de joueurs, plus de 150 joueurs
joueurs professionnels, de gamers professionnels. Et donc aujourd'hui, ces personnes-là peuvent nous permettre d'avoir une véritable ambition au niveau de la scène internationale. Et donc je pense que c'est peut-être, quand je dis c'est un état d'esprit, c'est quelque chose de très important parce que c'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on doit rester vraiment à regarder ses pieds. Au contraire, je pense qu'on doit pouvoir regarder bien droit devant soi, être fier de ce que nous avons comme potentiel, comme talent. Et je suis convaincu, on voyait monsieur de Fishing Cactus tout à l'heure, monsieur Gréban, le travail qu'il fait tous les jours, mais toute une série d'initiatives qui sont prises en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles démontrent que nous avons la capacité de le faire. Mais nous devons aussi croire en cette capacité et avoir cette ambition. Moi, je suis convaincu qu'il y a vraiment un potentiel énorme en la matière. Mais par contre, effectivement, vous savez, le talent, ça se travaille aussi. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des gens talentueux sur le territoire, c'est pas parce qu'effectivement on a ce potentiel qu'il va prendre tout seul. Et c'est pour ça qu'une initiative politique telle qu'on la prend aujourd'hui avec l'EMR est quelque chose d'essentiel, parce qu'il faut se structurer, il faut se muscler, il faut vraiment concrétiser ses compétences et ses opportunités en projets concrets qui font avancer le modèle et qui font prospérer. Donc, vous l'entendez, moi je pense qu'effectivement, c'est pas parce que la Belgique est un petit pays qu'on ne sait pas aller chercher à aller conquérir le monde. Et l'exemple qui a été cité tout à l'heure est un très très bel exemple. Aujourd'hui, le digital nous permet de conquérir le monde à partir de n'importe où et nous devons saisir cette opportunité. Merci Monsieur Michel. Je rappelle que nous sommes dans ce premier débat de la matinée, l'e-sport, un Eldorado économique, et qu'avec nous en plateau et à distance, nous avons Monsieur Jean Gréban, Mathieu Michel, David Weissman, Jean-Luc Ruc et Laurent Grumiaux. On continue avec vos questions qui nous parviennent, et cette question elle est adressée à vous, David. Pensez-vous créer un nouveau cadre législatif, comme en France, pour mieux réglementer cette activité ? Avant de réglementer, il faut reconnaître et soutenir, notamment soutenir des écosystèmes qui existent déjà, que ce soit amateurs ou professionnels. Après, l'e-sport, c'est pour moi, du sport, de l'art, si on réfléchit aux éditeurs, de l'innovation et de la technologie. Et donc, ce serait normal, effectivement, de réfléchir sur tout un champ d'action qui dépasse d'ailleurs les compétences régionales, qui va évidemment aux compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles et évidemment avec Mathieu au fédéral, à des réflexions par rapport éventuellement à un statut, éventuellement une réflexion fiscale, éventuellement un encadrement, éventuellement encourager les pouvoirs publics à investir peut-être davantage dans cet écosystème. Et donc oui, je trouve en tout cas que la réflexion qui a présidé en France, et qui m'a en toute honnêteté d'ailleurs assez inspiré au début en 2018, là où on n'avait pas grand-chose en tout cas au niveau bruxellois, je trouve que cette réflexion a été salutaire parce qu'elle s'est quand même déroulée avec la plupart des acteurs, même si tout n'est pas parfait. Et donc d'avoir un modèle comme ça, comme je le propose dans une de mes résolutions, qui consisterait à mettre à l'ordre du jour une réunion interministérielle spéciale entre tous les acteurs, et on voit déjà aujourd'hui sur la table, enfin autour de la table sur le plateau, qu'il y a quelques ministres dans les différentes compétences, donc on voit que c'est très compliqué et c'est très vaste l'e-sport. Donc avoir un modèle, je veux dire interfédéral, pour avoir une vraie stratégie globale qui permettrait alors d'aboutir sur différentes législations, oui, effectivement. Mais ma priorité à moi, c'est d'abord reconnaître ce qui existe, reconnaître les talents qui existent déjà, les soutenir et après, effectivement, réfléchir à peut-être un petit peu plus d'encadrement de certaines pratiques. Merci beaucoup David Weissman. On continue avec les questions que nous recevons de votre part. Et la prochaine s'adresse à Laurent Grumiaux. Donc j'ai essayé de me lancer dans l'e-sport, mais il n'y avait pas assez de tournois en Belgique. Une question, une affirmation aussi, oui. Ah ben ça répond pas mal à pourquoi on a ce débat, je pense. Effectivement, il y a cette problématique-là, c'est que Jean pourra en témoigner, mais on se bat avec pas grand-chose, on n'a pas de moyens, c'est assez compliqué. Donc, faut savoir que les organisations de tournois internationaux, généralement, sont supportées par des grosses sociétés, qui soient publiques ou privées. C'est généralement plus privé que public. Et effectivement, si on sent qu'il y a une espèce de frein ou de froideur où c'est compliqué d'organiser des tournois en Belgique, eh bien, les gens qui veulent se lancer là-dedans peinent à trouver des fonds, peinent à trouver des sponsors, donc c'est généralement pas simple. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment de là que vient le souci. C'est pas un manque de volonté. Je pense que les gens qui essayent de faire vivre cette pratique se donnent à 200% pour le faire. Mais quand vous organisez un tournoi comme ça, je ne sais pas, ça peut coûter pour les petits tournois entre 5 000 € et pour les gros
ça peut coûter plusieurs millions. Hein. Il y a des tournois qui sont organisés avec des stars, des chanteurs, des concerts, enfin tout ce que vous voulez, avec des prize money très 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 importantes. Et même à ce niveau-ci, c'est-à-dire que organiser un tournoi, bon, en plus en période de Covid, c'est un peu compliqué, mais organiser un tournoi en se disant, mais tiens, on va essayer d'attirer quelques pros pour avoir un peu de visibilité, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire des tournois en Belgique qui sont diffusés partout dans le monde. Hein. On est dans une société qui est tout à fait globalisée, donc il n'y a absolument aucun problème à cela. D'ailleurs, la plupart des tournois e-sport, quand les gens les regardent sur les plateformes de streaming, que ce soit Twitch ou autre, ils savent limite pas où c'est, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est pas où c'est, mais c'est qui joue et qu'est-ce qu'il va y avoir comme suspense. Est-ce que ce sont des joueurs qui sont connus et autres. Donc forcément, on aurait du mal demain de se dire tiens, on va organiser un tournoi e-sport avec le top 10 mondial en Belgique. En tout cas, je pense qu'il y a eu ce tournoi OSL qui s'est très bien passé, mais je pense que ça a été un chemin assez complexe pour l'organiser. Peut-être que Jean en témoignera. Donc effectivement, il y a tout ça qui crée ces obstacles. Et moi, pour rebondir plus par rapport à l'écosystème du développement, et j'aimerais que ce soit un peu clair pour tout le monde. Donc, les fameux chiffres qui sont énoncés, les 180 milliards de dollars, c'est pour le jeu dans sa globalité. Donc ça, c'est le chiffre des ventes de jeux vidéo à travers le monde. Donc, les ventes de jeux vidéo sont bien entendu encore nettement supérieur au marché de l'e-sport. L'e-sport, c'est un des marchés du jeu vidéo. Donc en Belgique, on crée des jeux vidéo et c'est aussi ça qui pourrait permettre, par exemple, de relier les deux mondes. C'est-à-dire que pour le moment, il y a pratiquement aucun joueur, qui soit belge ou international, qui joue à des jeux de e-sport belges. Parce qu'en Belgique, pour le moment, à part l'Ariane, qui est vraiment notre très 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 gros studio belge, l'Ariane qui travaille sur Baldur's Gate 3, qui a fait la série des Divinity, donc c'est une société qui est maintenant internationale et qui l'année passée était quand même dans le top 10 des ventes mondiales sur Steam, donc qui est la plus grosse plateforme de vente digitale au monde PC. Donc on a quand même en Belgique, et je fais la relation peut-être avec le tennis, où on a toujours eu des joueurs absolument exceptionnels en tennis alors qu'on est un tout petit pays, ou même par rapport au football. Hein. Et donc en Belgique, on arrive à faire des trucs absolument dingues, entre guillemets, contre vents et marées, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps supporté de tous les côtés. Moi, pour ma part, j'ai co-créé Walga il y a 6 ou 7 ans. On s'est battu au niveau fédéral pour le tax shelter depuis 6 ou 7 ans, je pense. Donc, ce débat qu'on entend aujourd'hui, moi, qui me rassure, hein, qui est que le MR veut vraiment faire avancer les choses. Nous, en interne, ce débat, on pousse comme des malades depuis presque 10 ans. Donc, effectivement, ce qui est intéressant et ce qui est peut-être sain dans l'histoire, c'est que c'est le privé. Et ce sont des entrepreneurs belges qui sont à l'initiative de tout ce qui a fait comme bruit, ce qui est arrivé dans vos oreilles aujourd'hui, pour que les pouvoirs politiques se disent OK, il y a quand même des gens qui sont là, ce sont des vraies personnes, ce sont des entreprises qui se battent pour que ce truc existe. Et le marché, il existe déjà. Donc ça, c'est vraiment très, très rassurant. Et peut-être que ça va justement faciliter les choses et que ça va permettre à développer des choses un peu plus ambitieuses en Belgique. Et je l'espère en tout cas qu'on puisse développer et l'écosystème de développement du jeu pour que, pourquoi pas, d'ici quelques années, il y ait des jeux belges qui soient joués par des joueurs de e-sport. Ça, ce serait absolument génial. Parce que dans ce cas-là, vous avez des revenus qui émanent de l'écosystème de base et aussi de l'écosystème de compétition et de jeux compétitifs. Alors là, on bouclerait la boucle et on aurait effectivement quelque chose qui a du sens au niveau économique, au niveau éducationnel, au niveau industriel. Ce serait absolument chouette d'arriver à ces résultats-là. Ça, c'est indéniable. Monsieur Grumio, à titre personnel, et ça va hein, dans la continuité de ce que vous racontez, pour que nos téléspectateurs puissent avoir une idée de prix, un jeu comme FIFA, par exemple, vous qui êtes plutôt au niveau du développement des jeux, ça coûte combien concrètement à la grosse louche ? Un jeu comme FIFA, c'est un exemple complexe parce que c'est pas leur premier, mais je pense que, allez, faire un jeu qu'on appelle AAA. Donc un jeu AAA, c'est un jeu qui va se loger assez facilement dans le top. Attends mon petit chouchou, parce que j'ai mes enfants qui sont là. Donc un jeu comme FIFA, à développer un titre original comme ça peut coûter. Oui, on sait. ça peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Ah oui. Ça fait pas mal. Donc les jeux comme les jeux qui sont faits par les tout gros studios comme Electronic Arts, Ubisoft ou même les jeux première partie, les jeux de Sony, de Santa Monica Studio et autres, ce sont des jeux qui coûtent généralement entre 100 millions et 300 millions d'euros à développer et qui ont des cycles de développement qui vont de
3 ans pour les plus courts, à 7 à 8 ans pour les plus gros jeux. Donc on est quand même sur des budgets, on dit oui, il y a 180 milliards d'euros de recettes, mais il y a certains jeux, et alors là je parle que du développement, je parle pas encore du marketing, des jeux comme GTA V, qui a déjà presque 8 ans je pense, à l'époque avait coûté presque 500 millions d'euros à développer, et quasiment la même somme, voire plus, juste en marketing. Donc le développement plus le marketing du jeu avait coûté 1 milliard d'euros à l'époque. D'accord, patience et budget, on aura retenu. Merci pour ces explications. On va passer à la question suivante qui s'adresse à Monsieur Gréban. Est-ce que la crise Covid vous handicape ou vous avantage dans l'organisation des compétitions ? Alors, on a l'avantage sur d'autres sports, effectivement, d'être sur un support digital. Alors, comme on le disait, effectivement, et on l'a vu dans les séquences vidéo, on remplit des stades, évidemment, même au Ezel, pour assister à un spectacle. Évidemment, ça, on peut oublier, encore pour un moment, je le crains. L'avantage, c'est qu'on peut aussi organiser des tournois en ligne. Et donc, ça a accéléré plutôt l'organisation de ce type de tournoi. Et il faut voir aussi que, de manière plus générale, au niveau des télévisions qui diffusaient des événements sportifs qui ont été du jour au lendemain annulés, et jusqu'à ce jour, petit à petit, ont été remplacés par des tournois de jeux vidéo également. Et donc, ça nous a permis de toucher une audience beaucoup plus large. Et la perception justement de l'e-sport a complètement changé. Maintenant, évidemment, on doit soutenir les entrepreneurs locaux qui doivent également investir. Parce qu'un tournoi en ligne, ça a l'air très simple. On connecte 2 joueurs et on diffuse. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le genre de régie qu'on a ici ce matin, c'est le même genre de régie qu'on doit mettre en place également pour... Et donc, il y a énormément de métiers qui gravitent derrière l'e-sport. Les joueurs sont un peu la pointe de l'iceberg. Derrière, il y a des métiers techniques, les métiers d'encadrement des joueurs. Et tous ces métiers, aujourd'hui, sont entre des mains d'amateurs qui ont appris sur le tas et qui nécessitent une professionnalisation. Et donc, le but de Walga aujourd'hui, qu'on travaille surtout sur l'axe économique et emploi, c'est de commencer par les formations et d'arriver à former tous ces gens, à avoir des compétences techniques permettant d'organisation d'événements en ligne. Et peut-être plus tard, on reviendra à des événements physiques et également d'être opérationnels. Parce que là aussi, il y a des caméramans qui doivent pouvoir gérer une scène, pouvoir la diffuser, etc., avec une régie technique derrière. Et donc, tous ces métiers doivent encore être développés. Merci Monsieur Gréban. Je rappelle que nous sommes en direct. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Facebook et sur Twitch. J'ai une question peut-être pour vous, Monsieur Michel, au niveau des compétences politiques. Monsieur Gréban parlait de la formation. Est-ce que cette formation, c'est aussi un sujet politique ? Est-ce que c'est le pouvoir qui doit s'occuper de cela ? Certainement. S'il y a bien un cadre ou une thématique sur lequel effectivement le politique doit intervenir, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Et c'est d'ailleurs à différents niveaux. C'est l'enseignement dès le fondamental, l'enseignement obligatoire, c'est l'enseignement supérieur, c'est également au niveau régional la formation, mais aussi on s'en rend compte dans le digital et dans le secteur du jeu vidéo également, c'est de plus en plus d'opérateurs privés qui forment leurs propres collaborateurs à des techniques particulières. Donc c'est évident qu'en fait, vous savez, mais c'est un peu comme dans tous les domaines, la base de tout, c'est la formation. C'est comment est-ce qu'on construit les talents de demain, comment est-ce qu'on peut développer une vision qui identifie évidemment les compétences dont on va avoir besoin dans les écosystèmes qui sont en train d'émerger. Et donc aujourd'hui, moi j'ai vraiment la lecture qu'on ne va pas assez loin dans la construction de ces talents. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la réflexion de M. Grumio qui connectait effectivement l'univers du e-sport avec l'univers économique. Moi, je pense qu'effectivement, d'être en capacité de développer des tournois, l'intérêt de tournois e-sport sur des licences qui sont des licences belges aussi. Il y a des réflexions au niveau du développement du jeu vidéo belge. Je pense que là, il y a un écosystème. Et je vois derrière le fond d'écran de M. Grumio, d'ailleurs, le jeu qui est édité chez lui. C'est important, effectivement, de s'appuyer aussi sur la connexion entre les gamers professionnels, c'est e-sportif, mais aussi des licences, parce que chaque joueur joue avec une licence. Et moi, je préfère effectivement développer un écosystème du jeu vidéo et du e-sport autour de licences qui nourrissent un écosystème local, évidemment. Donc, c'est important aussi d'identifier chez ces créateurs de jeux vidéo, chez ces éditeurs, le potentiel qu'on a à développer des licences qui, elles-mêmes, vont devenir effectivement des grands succès. On parle de GTA 1 milliard de développement, vous imaginez à quoi ça correspond, mais surtout derrière, c'est un jeu qui est très rentable. Et donc, c'est ça qui est aussi très important, c'est connecter vraiment des univers entre eux. Et ça, j'estime qu'au niveau fédéral, dans la fonction qui doit être la mienne, c'est vraiment cette capacité à communiquer ces univers, communiquer les développeurs, le monde économique, mais aussi rendre très attentif le monde de l'éducation au niveau des communautés, mais des régions, au niveau de compétences qu'on doit développer. Prends un simple exemple. Aujourd'hui, donc dans le projet Digital Belgium sur lequel je travaille, il y a un aspect très important qui concerne ce qu'on appelle les skills,
les compétences. Et donc, c'est vraiment identifier avec des opérateurs comme Agoria, avec les opérateurs du jeu vidéo et d'autres, identifier la nature des compétences qu'on doit développer pour être demain en avance sur les modèles économiques qui vont se développer. Et là, je pense vraiment que c'est fondamentalement le rôle des pouvoirs publics que de former vraiment la génération de demain à prendre en main les enjeux fondamentaux des écosystèmes. Et le jeu vidéo et le e-sport en est un fondamental. Ah bah c'est cool, dans l'horaire en secondaire, il y aura cours de FIFA le mardi et le jeudi, cours de GTA. Alors je parle ici de cours de développement de jeux vidéo, puisqu'effectivement, il ne faut pas confondre le consommateur de jeux vidéo ou le e-sportif, c'est encore deux choses différentes, et aussi le producteur de jeux vidéo. Donc je pense que trop souvent, dans le monde du digital, on produit trop de consommateurs et pas assez de créateurs. Et ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu de l'enseignement. Merci Mathieu Michel et David Duesman. Je vois que vous aviez l'air d'accord, en tout cas, avec les propos de Mathieu Michel. Non, mais je partage totalement son avis et donc on a un potentiel absolument dingue. Une des premières réunions que j'ai tenues début 2018 avec différents acteurs, on a listé ensemble aussi l'ensemble des métiers ou des nouveaux métiers qui sont liés au e-sport. Et en fait, on en avait une cinquantaine. C'est aussi pour ça que régulièrement, je vais auprès des autorités publiques bruxelloises pour leur dire attention, il y a plein de métiers qui dépendent également du secteur d'e-sport sur lequel on peut aussi offrir des formations. Et donc, on n'y pense pas, mais on a de plus en plus de journalistes spécialisés, mais il y a aussi des publicistes, il y a des marketeurs, il y a des avocats qui doivent être spécialisés dans le domaine, il y a des logisticiens, il y a des éditeurs, il y a des infographistes. Enfin, il y a une volée de métiers qui nécessitent soit complètement d'être... soit qui sont nouveaux, soit qui nécessitent une formation. Et ça, aujourd'hui, par exemple, quand j'écoute le ministre de l'économie en région bruxelloise, il n'est malheureusement pas aussi bien informé que Mathieu, il me répond coding. Je dis oui, évidemment, le coding, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, mais c'est pas suffisant, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, c'est vraiment un écosystème incroyable qui a des potentialités aussi incroyables, économiques et sociales, et que pour le moment, je trouve en tout cas que là où je siège, on ne perçoit pas en tout cas les développements potentiels. Merci David, je rappelle qu'à Bruxelles vous êtes notamment dans l'opposition. On va continuer avec vous parce qu'il y a une question qui s'affichait derrière vous, une question de Myriam qui émanait de Facebook ou de Twitch. Alors je ne sais pas si on peut avoir la question à l'écran, en tout cas j'ai su la lire et de mémoire je m'en souviens. On parlait de l'emploi que pouvait générer justement cette pratique et le développement de l'e-sport. Est-ce qu'en fait en termes de place, on a peut-être cette place pour développer ce créneau emploi ? Oui, ben absolument. Ben ça tombe bien parce que je n'avais pas lu la question, mais c'est ce que je disais un peu juste avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des potentialités absolument incroyables. Il y a différentes études qui existent, mais je ne saurais pas les quantifier. Donc, une des premières choses, c'est qu'on doit justement essayer de voir parmi les 50 métiers dont je parle et l'impact économique que ça génère, où on en est concrètement. Mais un seul exemple, par exemple, qui est celui du tourisme. Enfin, voilà, je pose aussi des questions au ministre de l'économie. Quand on voit les retombées économiques que ça peut générer, et notamment pour une ville, une région comme la région bruxelloise, et je suis sûr que c'est la même chose de la région wallonne, faire venir des jeunes dans ces grandes compétitions, faire venir un autre public et les permettre de consommer, va faire des liens avec notre système, avec notre Horeca, notre commerce, avec les avions, etc. Enfin, il y a tout un écosystème aussi touristique qui peut se développer et il y a des villes qui l'ont bien compris. Il y a des villes allemandes qui l'ont bien compris, il y a des villes françaises qui s'y mettent et donc je voudrais également que dans nos villes belges, et en particulier à Bruxelles, on puisse aussi comprendre le potentiel économique et donc évidemment ça a des retombées en termes de création d'emplois. C'est un simple exemple, le tourisme, pour en donner beaucoup d'autres, mais c'est un exemple aussi qui est important. Merci David. Laurent Grumiaux, je reviens chez vous à la maison. Est-ce que c'est vrai, on l'entend souvent, qu'aujourd'hui le secteur, le monde du jeu vidéo a en fait dépassé Hollywood en termes de revenus ? Ah oui, c'est vrai, il suffit de regarder, ça fait déjà au moins 5 ans, je crois, même peut-être 10 ans. Au dernier chiffre, et à mon avis, les chiffres 2021 seront énormes. On était beaucoup plus loin que le cinéma et la musique réunis. Donc pour vous dire, c'est clairement la première industrie créative et culturelle au monde depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a du jeu mobile, donc le jeu mobile, ça représente sur ces 180 milliards, voire plus, je crois que ça représente un truc comme 50 ou 60 milliards, donc ou même plus. Je crois que les chiffres de l'année passée, c'est clairement le mobile qui était au-dessus. Le e-sport qui fait une remontée absolument dingue, donc qui est en croissance tous les ans. Mais en fait, c'est un peu
fou de dire ça, mais c'est pour moi un des seuls secteurs que je connais qui n'a fait que monter. Je n'ai jamais vu ce secteur descendre jusqu'à présent. Et il y a eu effectivement pas mal de différentes étapes. Hein. Donc au départ, vous aviez pratiquement que des ventes physiques. Donc quand vous achetiez une console avant, quand il n'y avait pas spécialement Internet ou quand c'était assez balbutiement, ben vous achetiez des disques ou des cassettes, enfin des cartouches de jeux. Et donc, c'est ce qu'on appelait les ventes physiques de jeux vidéo. Donc, les gens achetaient des jeux comme ils achetaient un CD, ils l'utilisaient, ils le consommaient. Ces ventes digitales ont pour la première fois, je pense, ça fait 2 ou 3 ans, je crois, que ça a dépassé les ventes physiques. Donc, depuis 2019 ou 2018, vous avez une inversion, c'est-à-dire que les gens achètent beaucoup plus de jeux digitaux que physiques. Et ça a aussi permis, au final, d'avoir un accès peut-être plus simple à toute une série de jeux. Avant, vous étiez un peu tributaire de trouver des jeux qui étaient, entre guillemets, dans le magasin qui était assez proche de chez vous. Maintenant, vous pouvez acheter des jeux qui sont de partout. Et d'ailleurs, jusqu'à il y a 10 ans, je pense, les jeux étaient géographiquement bloqués. C'est-à-dire que si vous achetiez une version américaine d'un jeu, vous ne pouviez jouer que sur une console américaine. Maintenant, c'est clairement devenu mondial et les gens ont très bien compris qu'il y avait beaucoup plus de facilité à gagner de l'argent de cette façon-là. Ça veut aussi dire, par exemple, que même nous, à notre échelle, un jeu comme Nanotale qui est derrière vous, eh bien, il est traduit en 12 langues déjà. Donc, quand on fait un jeu en Belgique, on n'a pas les moyens des autres. C'est un jeu qui a coûté approximativement 1 million d'euros à faire, ce qui est déjà pas mal. Eh bien, on a quand même dépensé pas mal d'argent pour le traduire parce que quand on l'a sorti, ce jeu, on l'a sorti sur tous les territoires en même temps, y compris l'Asie d'ailleurs, donc Corée, Japon et Chine. Donc, même au niveau belge, les entrepreneurs du jeu vidéo, parce que c'est un petit peu ça, en fait, quand on fait du jeu, on doit être un entrepreneur du jeu vidéo. Eh bien, on réfléchit à tout ça et c'est vrai que c'est un marché qui est compétitif, certes, mais qui est tellement énorme et dans lequel il y a tellement de gens qui ont envie de découvrir des choses, c'est que à partir du moment où vous faites un jeu qui a une certaine âme et qui a suffisamment de visibilité, ça on y reviendra peut-être plus tard, la visibilité est devenue très très compliquée en jeu vidéo, mais si vous faites un jeu qui a une âme, qui a de la visibilité, il y a tout à fait moyen d'en vivre et d'avoir un certain succès. Donc c'est sûr que c'est un marché qui explose et les gens sont prêts en fait à donner de l'argent pour ça. C'est absolument, c'est pas même les jeux gratuits. Hein, on parle des jeux gratuits que ce soit sur mobile ou sur console. Un jeu gratuit, ce n'est pas gratuit longtemps. Je veux dire, les jeux qui gagnent le plus d'argent sur Terre maintenant, ce sont des jeux gratuits. Ce qui est absolument dingue. Mais au final, c'est aussi beaucoup ça qui a tiré l'économie vers le haut, c'est-à-dire que les jeux mobiles ont permis de générer des joueurs, c'est-à-dire que vous aviez entre guillemets les clichés absolument horribles, mais la mère au foyer de 40 ans qui n'a jamais joué à la console de sa vie, en fait elle joue à Candy Crush sur son téléphone mobile et ça crée en fait ça crée des joueurs, quoi. Ça génère des gens qui comprennent c'est quoi le jeu et qui apprécient le jeu. C'est aussi pour ça que les mentalités évoluent un peu. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, l'âge moyen du joueur, il est de 37 ans et pas de 14 ans comme certains peuvent le croire. Donc voilà, moi j'ai 38 ans, donc je suis déjà un papy du jeu. Apparemment, je suis un peu plus vieux que la moyenne. Mais voilà, l'âge moyen du joueur dans le monde est de 37 ans. Donc le cliché peut tomber aujourd'hui pour ceux qui pensaient que c'était un truc pour les ados. Voilà. Ouais, c'est bien noté, merci Monsieur Grumio. Et je rappelle qu'on a l'air peut-être sérieux derrière nos masques, mais on sourit quand vous nous parlez, quand vous nous racontez des anecdotes. Voilà, on sourira avec les yeux, Oran. Oui, alors on va passer à la prochaine question. Donc combien d'emplois peuvent être créés en Belgique? Donc je ne sais pas si quelqu'un a envie d'y répondre en particulier. Il n'y a pas de chiffres spécifiques sur les chiffres du jeu vidéo, mais on identifie que dans la digitalisation, un certain nombre d'emplois vont être perdus, ça c'est probable, mais que beaucoup d'autres vont être créés. Et donc le delta entre les emplois perdus et les emplois créés tourne aux alentours des 60 ou 70 000 emplois en plus dans la digitalisation. Et parmi ceux-là, effectivement, beaucoup dans le domaine de la digitalisation. Et soyons bien conscients que lorsqu'on parle des métiers, et David l'avait écouté tout à l'heure, les métiers du jeu vidéo,
vidéo, ce sont des métiers qu'on retrouve dans le digital. Quand on parle de concepteur graphique, quand on parle de sound design, c'est des métiers qui se retrouvent dans les médias, dans les sites internet, dans la digitalisation des applications. Et donc, ce sont des métiers qui sont aussi transposables pour partie, et donc qui font partie de ces réflexions de création d'emplois. Je disais tout à l'heure, c'est un chiffre quand même qu'on doit avoir en tête, 1500 emplois directs aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo en Belgique. C'est évident qu'il y a un potentiel de développement colossal. Et donc, comme Kassem le disait et le suggérait tout à l'heure, je pense qu'il est fondamental maintenant de mettre le paquet sur la formation, sur la connexion vraiment de réseaux qui se densifie et qui prend en main son avenir. C'est quelque chose de fondamental parce que le potentiel de création d'emplois, de richesse et de prospérité partagée, il est juste à portée de main. Merci Monsieur Michel. On va peut-être retourner chez vous, Monsieur Cruc à la maison. Est-ce que vous soutenez évidemment ce que dit Monsieur Michel, mais peut-être compléter ce qu'il dit peut-être selon vos compétences au niveau des infrastructures sportives liées à l'emploi? Est-ce que ça pourrait générer un nombre précis d'emplois au niveau des infrastructures, Monsieur Cruc? Oui, je crois que c'est une évidence. C'est pour ça qu'on ne peut pas rater le tournant. Et il n'est pas trop tard, mais il ne faudrait pas qu'effectivement on reste au balcon. Donc pour les infrastructures, j'ai donné des instructions de manière à ce que clairement ça puisse être intégré, mais mon collègue Willy Boursu a aussi, dans le cadre d'un décret qui est passé au gouvernement très récemment, a permis cette possibilité pour des entreprises qui travaillent dans l'innovation numérique et notamment dans l'e-sport, l'e-gaming, de bénéficier de possibilités donc de financement à la création. Il faut appeler un chat. Dans ce pays, vous savez qu'il y a souvent une concurrence entre le Nord et le Sud, entre la Flandre et l'Onie. Comme libéral, je trouve que c'est plutôt une bonne vertu, la concurrence. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pour la décentralisation aussi. Mais il y avait en Flandre un système qui existait et d'aide à cette création. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a fait du copier-coller, c'est pas tout à fait exact, mais on s'est rendu compte que si nous-mêmes nous n'avions pas, sur le plan du développement économique, cette possibilité d'aider nos entreprises, nos petites entreprises, parce qu'au départ on commence comme ça, une entreprise, ça a été dit par Mathieu Michel par rapport à Odoo, on commence dans un garage et on finit par être une grande boîte finalement. Et on s'est rendu compte que si on ne les aidait pas, eh bien ils seraient en difficulté pour pouvoir croître et pour pouvoir aller chercher les marchés. Donc aujourd'hui, il y a une législation qui permet ce déploiement, qui permet à l'oiseau de s'envoler et forcément, comme vous l'avez très bien précisé, de créer à la clé des emplois qui sont des emplois du numérique. Mais ce sont ça les emplois de demain. Le travail de grand-papa, il peut encore être présent sur le plan artisanal et ça a des valeurs également. Mais les grandes richesses en termes d'emplois demain, c'est par la numérisation qu'on les créera. Merci beaucoup, Monsieur Cruc. Et alors, toujours à propos des emplois que l'e-sport pourrait générer, Monsieur Gréban, vous êtes un professionnel du sujet. Est-ce que vous avez une réponse à cette question ? J'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en comparant avec des pays comme le Canada et la Finlande pour les développeurs de jeux. Par contre, pour l'e-sport, le modèle économique au niveau mondial est encore en train de se créer. Donc parfois, on a l'impression aussi d'être en retard sur les grands pays, etc., parce qu'on voit des stades qui se remplissent. Mais en fait, derrière, si je prends les plus grandes teams internationales, Vitality en France, G2, etc., ils ont levé des millions avec des investisseurs qui spéculent sur l'avenir, un peu comme quand on achète des actions en bourse. Mais aujourd'hui, ces structures ne sont pas rentables et perdent ces millions chaque année. Mais c'est un pari sur l'avenir. Et donc aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Le chiffre d'affaires, c'est 1 milliard. On a passé à peine le cap du milliard sur 180. Et donc tout est encore à faire. Et donc je pense que c'est le momentum aujourd'hui, poussé un peu par la crise également qu'on connaît, où beaucoup de secteurs sont mis à mal et où nous, on a une opportunité justement, c'est de commencer vraiment à réfléchir et à mettre des choses concrètes en place. Et les emplois suivront. On n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas dire exactement combien d'emplois peuvent être créés spécifiquement. Mais quand je me dis, si on ne regarde pas que l'aspect joueur, mais l'ensemble des dizaines de métiers qui gravitent autour, ça peut quand même avoir un impact économique et en termes d'emploi assez conséquent. David Westman, peut-être que vous voulez rajouter, terminer avec quelque chose encore sur cette question. Il est déjà 11h, ça clôture le premier débat. Non, mais dire qu'on a vu aujourd'hui, ce matin, que cet écosystème, il était composé de gens passionnés, que ce soit les sportifs, amateurs, fans, mais aussi d'entrepreneurs, que ce soit les éditeurs, ceux qui montent leur équipe, ceux qui veulent créer leur boîte pour se spécialiser dans l'e-sport. Il y a besoin maintenant probablement d'un peu plus de soutien, en particulier pour les entreprises qui existent déjà, pour les talents qui existent déjà, un peu plus peut-être de reconnaissance et de considération, un peu plus d'investissement et notamment de coordination dans les investissements publics. Et je pense qu'avec tout ça mélangé, on pourra faire, j'espère,
j'espère en tout cas que dans les prochaines années, j'espère d'abord la Wallonie, Jean-Luc, mais j'espère rapidement également Bruxelles, faire de ces régions et faire de la Belgique de façon générale un Eldorado également de l'e-sport dans l'Europe et dans le monde. Et bien voilà, ce débat se termine. Merci à tous pour ces échanges très constructifs. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes en direct sur nos réseaux Facebook et Twitch et que toutes les règles sanitaires sont respectées sur ce plateau. Effectivement, Oran, merci à Jean-Luc Ruc à la maison, merci à Laurent Grumiaux aussi de chez lui, merci Monsieur Gréban, merci Monsieur Michel et merci David Weissman d'avoir été avec nous pour ce premier débat concernant l'e-sport, un Eldorado économique. Et on l'a vu, plein de questions et on n'a pas tout développé encore, mais on développera tout durant cette journée. Il est maintenant temps donc de passer à notre deuxième débat de la matinée qui a pour sujet, lui, l'encadrement juridique pour l'e-sport.